Ce dimanche, c'est la fête des pères. Être père, n'est-ce pas une aventure incroyable? Mais être père pour la première fois, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce que pense certainement le jeune héros de mon histoire. C'est un jeune et beau sultan qui vit dans un palais, le vieux palais de ses ancêtres, quelque part en Algérie. Et ce sultan, sa femme est enceinte pour la première fois. Donc, pour la première fois, il va être papa. Il est fier. Il est fier comme si c'était lui qui portait le bébé. Il se regarde dans les miroirs. Il sautille dans les couloirs. Et au fur et à mesure que la grossesse de sa femme approche de son terme, il est de plus en plus excité. Il sautille, il danse, il chante. Bref, il énerve tout le monde. Son épouse, pour commencer, qui aurait bien besoin de calme. Il énerve les domestiques, qui ne savent pas quoi faire pour le satisfaire, pour le calmer. Il énerve aussi ses vizirs. Bref, tout le monde en a marre. À un moment, au bout de la journée, le plus vieux des vizirs, celui qu'il respecte comme son propre père, le prend par le bras et lui dit « Au lieu de sautiller partout dans tout le palais comme un jeune chiot, honore plutôt la sultane et va lui offrir un beau cadeau pour fêter la naissance du bébé. » Il ouvre les portes du palais et il le pousse dehors en disant « Allez, va jouer, laisse-nous tranquille. » Le sultan s'éloigne du palais. Il se dirige vers les travées sombres du souk. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir offrir à son épouse? Il lui faudrait quelque chose d'unique, quelque chose d'aussi beau, d'aussi flamboyant que l'enfant qui est à naître. Alors il longe les travées sombres du souk. Il y a là des épices de toutes les couleurs, des parfums les plus rares, la myrrhe, l'encens. Il y a des bijoux, il y a des poteries, il y a des robes, il y a des tentures, il y a des babouches. Mais sa femme, elle a déjà tout ça. Il y a même du thé à la menthe, mais ça tombe mal, elle n'aime pas le thé à la menthe. Alors il se dirige vers le souk des joailliers. Il y a là des émeraudes, il y a là des rubis, il y a là des bijoux d'or, d'argent. Sa femme a déjà tout ça. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir trouver? Et c'est pas le même, petit à petit, vers une des plus anciennes échoppes. C'est le meilleur joaillier du pays. Sa réputation a passé les frontières. Il sait que là, il va pouvoir trouver la pièce unique. Le joaillier est malin. Quand il voit le sultan entrer dans son échoppe, il sait qu'il ne sera pas facile à satisfaire. Les puissants de ce monde ont des désirs tellement démesurés qu'ils ne se rendent pas souvent bien compte des nécessités de la réalité. Alors, il ne lui présente pas tout de suite ses plus belles pièces. Il commence par lui montrer des pierres de belle facture, mais à qui il manque un tout petit quelque chose qui fait une œuvre d'art. Il lui présente d'abord des rubis. « Oh, c'est trop sanglant pour une naissance, dit le sultan. »« Je sais, pense le joaillier. » Puis il lui sort des améthystes au violet léger. « C'est trop triste. » Puis il lui sort des agates. « C'est trop banal. » Finalement, le joaillier rentre dans son échoppe et revient avec sa plus belle pièce. Un diamant énorme, superbe. Il l'incline sous la lumière de la lampe à huile et la pierre projette 1000 feux. Mais c'est celle-là qu'il me faut. Pourquoi ne l'as-tu pas montrée plus tôt, voyons? Parce que, sultan, la perfection ne se rencontre qu'en comparaison avec la médiocrité. Écoute, joaillier, cesse de philosopher. Il faut que pour demain, tu m'aies percé cette pierre d'un tout petit trou et que dans ce trou minuscule, tu glisses une chaîne d'or aussi fine qu'un cheveu. Mais, sultan, on ne perce pas un diamant de cette taille, on le sertit. On le perce si tel est le désir de ton sultan. Ne discute pas. Je reviendrai demain. Attention, si tu abîmes cette pierre, si elle s'effrite, tu les payeras de ta tête. Sultan, si je dois mourir demain, payez-moi au moins maintenant, que mes enfants ne se retrouvent pas dans le besoin si je dois avoir la tête tranchée. Le sultan est d'accord. Il paye une somme astronomique et il s'en va. Le joaillier dans son échoppe est absolument effondré. Comment réussir à percer un diamant pareil? Il se met à l'ouvrage, il prend ses outils, une petite chignole toute fine et commence à creuser, à creuser, à creuser. Tout à coup, la pointe peine, tremble, s'arrête, paf!
Le diamant se brise en deux. Deux parties parfaitement identiques, parfaitement égales, mais deux parties quand même. Le joaillier rentre chez lui. Sa femme est justement en train de préparer le repas du soir. Elle fait frire des beignets. Oh là, mon mari, mais pourquoi cette fête d'enterrement? Le joaillier raconte à sa femme l'histoire du diamant, le trou à percer, la menace, la tête tranchée. Et alors? Mektoub, ce qui est écrit est écrit. Écoute, mon mari, les choses s'arrangent souvent d'elles-mêmes quand on croit en la vie. Ne te fais pas trop de soucis. Peut-être que le destin arrangera les choses tout seul. Demain est un autre jour. Le soir venu, toute la famille se régale des beignets que l'épouse a préparés. Le joaillier pense que ce sont certainement les derniers qu'il déguste, et il leur trouve un goût divin. Et puis le soir, il insiste pour aller mettre lui-même ses enfants au lit. Il les regarde, ils sont si beaux, comme il regrette de les avoir grondés parfois sans raison, beaucoup trop souvent. Il les borde, il leur raconte même une petite histoire. Au moment de se coucher, il se rend compte que c'est certainement la dernière nuit qu'il passe avec sa femme. Il est amoureux, amoureux encore plus qu'au tout début de leur mariage. Comment avait-il pu oublier la douceur de soie de sa peau, le parfum de ses cheveux, la tendresse de ses caresses? Pourquoi n'est-ce qu'au dernier jour de sa vie qu'on comprend véritablement la chance qu'on a de vivre et la merveille que la vie nous a confiée? Le matin, au moment de partir vers son destin, sa femme lui donne un baiser ordinaire. Il est vexé. Elle devrait s'arracher les cheveux de désespoir. Mais elle lui redit encore une fois: mon mari, ce qui est écrit est écrit. Il sera toujours bien temps de se désoler si les affaires tournent mal. Il en est terriblement vexé. En d'autres temps, il aurait crié, il aurait injurié peut-être. Mais là, c'est le dernier jour, il ne peut pas lui laisser un mauvais souvenir. Il se dirige vers le souk, entre dans son échelle, prend une chaise et s'assied, complètement effondré. Tout à coup, il entend des cris. Place, place, faites place! Les serviteurs du sultan arrivent! Cette fois-ci, ça y est, il n'en doute pas. Sa dernière heure est arrivée, il sent déjà le froid de la lame sur son cou. Un messager du palais entre tout essoufflé dans son échoppe. Bijoutier, j'espère que tu n'as pas percé le diamant. Le sultan a changé d'avis. Il faut maintenant que tu le coupes en deux parties égales. La sultane a mis au monde des jumeaux. Et tous les amis du marchand l'entourent. Avec eux, il boit pour fêter sa bonne fortune. Oh, on le félicite. Il fait le modeste. Il se garde bien de parler de sa terreur, de la menace de mort. Et il dit: vous savez, c'est une bonne affaire, je ne dis pas le contraire, mais le sultan est un client comme un autre, hein, il ne m'impressionne pas. Et le soir, en rentrant chez lui, il trouve décidément que ses enfants sont bien bruyants, que sa femme est trop grosse et qu'elle parle comme une fille, et que ses beignets, décidément, ils ont un tout.